La chose venue des étoiles par Robert Bloch. Je suis ce que je prétends être, un écrivain de littérature fantastique. Depuis ma plus tendre enfance, l'inconnu et l'occulte exercent sur moi une véritable fascination. Les peurs indicibles, les rêves grotesques, les chimères étranges et semi-prémonitoires qui hantent nos esprits ont toujours provoqué en moi une extase irrésistible et inexplicable. En littérature, j'ai suivi Poe sur les chemins de la nuit. J'ai rampé parmi les ombres avec Machen. J'ai parcouru les royaumes des astres terrifiants avec Baudelaire. Je me suis immergé dans la folie propre à la terre avec le récit des légendes ancestrales. Mon maigre talent pour le croquis et le dessin me conduisit à essayer de représenter grossièrement les habitants étranges de mes sombres pensées. Cette même sinistre disposition intellectuelle qui m'incitait dans mon art me poussa vers les royaumes obscurs de la composition musicale, ma préférence allait aux envolées symphoniques des planètes et aux autres œuvres similaires. Ma vie intérieure devint bientôt un banquet répugnant aux horreurs surnaturelles et envoûtantes. En comparaison, ma vie sociale était bien morne. Au fil du temps, je dérivais progressivement vers une condition misérable de reclus, une existence tranquille et philosophique dans un monde de livres et de rêves. Mais un homme doit vivre. Étant de corps comme d'esprit inapte au travail manuel, j'eus d'abord le plus grand mal à trouver une vocation à ma mesure. Ma nature dépressive compliqua les choses jusqu'à un degré presque insupportable, et pendant quelque temps je frôlais le désastre financier. C'est alors que je me décidai à écrire. Je me procurai une machine à écrire en piteux état, une rame de papier bon marché et quelques carbones. Je ne m'inquiétais pas quant au thème à choisir. Quel meilleur champ d'investigation que les royaumes sans limite d'une imagination débridée. J'écrirais des histoires macabres, des contes d'épouvante et des récits sur cette énigme qu'est la mort. Du moins, c'était là l'intention de l'écrivain novice que j'étais. Mes premières tentatives se soldèrent bientôt par un échec retentissant. Avec mes résultats misérables, j'étais bien loin de mes aspirations. Mes rêves si vivaces devenaient sur le papier une suite incohérente d'adjectifs pesants. Je ne parvenais pas à trouver les mots pour exprimer les merveilleuses terreurs de l'inconnu. Mes premiers manuscrits furent médiocres et sans intérêt. Les quelques magazines éditant ce type de fiction les rejetèrent unanimement. Il me fallait pourtant subsister. Lentement mais sûrement, je commençai à ajuster mon style à mes idées. Laborieusement, je mis en forme mots, phrases, structures, syntaxiques. Ce fut là une tâche ardue. Je découvris ce qu'était l'effort. Mais enfin, contre toute attente, une de mes histoires fut acceptée, puis une seconde, une troisième et une quatrième. J'appris rapidement les ficelles les plus simples du métier et l'avenir sembla enfin me sourire. Ce fut l'esprit plus tranquille que je pus retourner à mes rêveries et à mes livres. Mes histoires me procuraient un revenu médiocre mais qui suffisait pour l'instant. Mais cela ne dura pas longtemps. L'ambition, cette illusion de toujours, fut la cause de ma ruine. Je voulais écrire une véritable histoire. Pas ces récits stéréotypés et éphémères que j'envoyais aux magazines, mais une authentique œuvre d'art. La création d'un tel chef-d'œuvre devint mon idéal. Si je n'étais pas un bon écrivain, cela n'était pas uniquement dû à mes erreurs de style. Cela prenait davantage, je le sentais, au thème abordé. Vampires, loups-garous, ghouls, monstres mythologiques, ces sujets n'avaient pas grand mérite. Des images banales, une écriture ordinaire et un point de vue prosaïquement anthropocentrique étaient les raisons principales de mon incapacité à produire une histoire réellement fantastique. Il me fallait une nouvelle matière, quelque chose de vraiment inhabituel, si seulement je parvenais à concevoir quelque chose d'incroyable en termes de tératologie. Je brûlais d'apprendre le chant des choses qui planent entre les étoiles, d'entendre les voix des anciens dieux quand ils murmurent leurs secrets aux échos de l'espace. Je désirais ardemment connaître les terreurs de la tombe, le baiser des asticots sur ma langue, la caresse glaciale d'un linceul pourrissant sur mon corps. Je rêvais des connaissances qui reposent au fond des orbites momifiées et de la sagesse connue seulement des vers. Alors je pourrais véritablement écrire, et mes espoirs seraient enfin vraiment réalisés. Je devais trouver un moyen. Je commençais à correspondre avec des penseurs et des rêveurs isolés à travers tout le pays.
Je contactais un ermite dans les collines de l'Ouest, un savant dans les étendues sauvages du Nord, et un rêveur mystique dans la Nouvelle-Angleterre. Ce dernier m'apprit l'existence de livres anciens contenant d'étranges légendes. Il cita prudemment le légendaire Necronomicon et parla à mots couverts d'un certain livre d'Eibon qui avait la réputation de surpasser le précédent ouvrage par la sauvagerie effroyable de ses blasphèmes. Lui-même avait étudié ces terrifiants volumes, et il me déconseilla de pousser trop loin mes recherches. Durant son enfance à Arkham, la ville hantée par les sorcières, où les ombres rampent et semblent vous observer, il avait entendu d'étranges choses et avait depuis ce temps sagement évité de se mêler des connaissances interdites. Finalement, après une longue insistance de ma part, il consentit à contre-cœur à me transmettre le nom de certaines personnes qu'il jugeait capables de m'aider dans mes recherches. Lui-même était un écrivain au talent reconnu qui jouissait d'une bonne réputation, et je savais qu'il portait un intérêt sincère à l'issue de toute cette affaire. Dès que me parvint ma précieuse liste, j'entamai une large correspondance pour obtenir l'accès au volume que je recherchais. J'expédiai mes lettres à des universités, à des bibliothèques privées, à des chercheurs réputés, ainsi qu'aux maîtres de sectes soigneusement dissimulés derrière des noms obscurs. Mais j'étais condamné à être déçu. Les réponses que je reçus étaient au mieux inamicales, voire hostiles. De toute évidence, les détenteurs présumés de ces manuscrits n'appréciaient guère que leurs secrets puissent être exposés de la sorte par un étranger trop curieux. Je reçus ainsi plusieurs lettres de menaces, de même qu'un coup de téléphone très désagréable. Tout ceci m'affecta moins que l'amère réalisation de la vanité de mes efforts. Démentis, subterfuges, refus, menaces, tout cela fut inutile. Il me fallut chercher ailleurs. Les bouquinistes. Peut-être trouverais-je ce que je recherchais sur quelque étagère moisie et oubliée. Commença alors une interminable croisade. J'appris à dominer mes nombreuses déceptions par un calme imperturbable. Personne dans les librairies habituelles ne semblait avoir entendu parler de l'horrible Necronomicon, du diabolique livre d'Eibon ou de l'inquiétant culte des ghouls. Mais l'obstination, dit-on, finit par payer. C'est dans une petite boutique de South Dibon Street, sur une étagère apparemment oubliée par le temps, que j'arrivai au bout de mes recherches. Là, bien calé entre deux éditions centenaires de Shakespeare, se trouvait un grand volume noir relié de fer. Sur la tranche gravée à la main, on pouvait lire une inscription « Des Vermis Mysteries » ou « Les mystères du ver ». Le libraire fut incapable de me dire comment l'ouvrage était entré en sa possession. Peut-être plusieurs années auparavant avait-il fait partie d'un lot de livres d'occasion. De toute évidence, l'homme n'en connaissait absolument pas la nature, car il me le vendit pour $1. Il emballa le lourd objet, ravi de cette vente inespérée, et me salua d'un au revoir radieux. Je m'en allai précipitamment, le précieux volume sous le bras. Quelle découverte! J'avais entendu parler de ce livre auparavant. Il avait été écrit par Ludwig Prien, celui-là même qui avait péri à Bruxelles sur le bûcher de l'Inquisition à l'époque où les procès pour sorcellerie se multipliaient. Personnage étrange, alchimiste, nécromancien et mage réputé, il se vantait d'avoir atteint un âge miraculeux au moment où le bras séculier décida de l'immoler. On disait qu'il prétendait être le dernier survivant de la malheureuse 9e croisade, brandissant pour preuve quelques documents moisis. Il est vrai que les vieilles chroniques citent un certain Ludwig Prien parmi la suite de gentilshommes de Montserrat. Mais même s'il s'agissait effectivement d'un descendant direct du guerrier de cette époque, les incrédules n'en cataloguèrent pas moins Ludwig comme un imposteur à l'esprit dérangé. Ludwig attribuait ses connaissances de la sorcellerie aux années passées comme prisonnier parmi les sorciers et les mages de Syrie, et parlait facilement de ses rencontres avec les djinns et les éphrites des vieux mythes orientaux. Il passa sans aucun doute quelque temps en Égypte, et les derviches libyens racontent des légendes sur les actes de ce vieux prophète à Alexandrie. En tous les cas, il passa les dernières années de sa vie dans les plaines flamandes où il avait vu le jour. Il vécut selon la nature dans les ruines d'une tombe pré-romaine au cœur d'une forêt proche de Bruxelles. Il était réputé y avoir demeuré en compagnie d'une nuée de familiers et autres manifestations invoquées par d'horribles conjurations. Des manuscrits encore existants de nos jours parlent prudemment de ses compagnons invisibles et de serviteurs venus des étoiles. Les paysans évitaient la forêt la nuit, car ils redoutaient certains bruits que l'on entendait les soirs de pleine lune.
et désirait ne rien savoir des adeptes qui se pressaient devant les autels païens en ruine dressés dans les clairières les plus sombres de ces bois. Quoi qu'elles aient pu être, ces créatures ne furent jamais revues après la capture de Prynne par les inquisiteurs. Des soldats fouillèrent la tombe désertée et la pillèrent complètement avant de la raser. Les entités surnaturelles, les accessoires inhabituels et les substances mystérieuses, tout cela avait disparu de la façon la plus étrange. L'exploration des bois inquiétants et l'examen prudent des étranges autels n'apportèrent pas plus d'éléments. Il y avait des traces de sang frais sur ces derniers, tout comme il y en eut sur le chevalet de Prynne avant la fin de son interrogatoire. Les tortures les plus abominables ne purent arracher le moindre aveu aux lèvres muettes du sorcier. Finalement, lassés, les bourreaux abandonnèrent et firent enfermer le vieux sorcier dans un cul de basse-fosse. C'est en prison, en attendant son procès, qu'il rédigea les lignes morbides et pleines d'horribles allusions du De Vermis Mysteris, aujourd'hui connu sous le nom du mystère du ver. Quand il parvint à le faire sortir de sa geôle en dépit de la vigilance des gardes, cela resta une énigme, mais 1 an après sa mort, son œuvre fut imprimée à Cologne. Elle fut immédiatement interdite, mais quelques exemplaires circulaient déjà sous le manteau. Ceux-ci furent à leur tour recopiés, et bien qu'il y eût plus tard une édition censurée et expurgée, seule l'édition originale en latin est considérée comme authentique. Au cours des siècles, quelques rares élus ont pu la lire et s'interroger sur son contenu. Les secrets du vieil archimage ne sont aujourd'hui connus que des initiés, et ceux-ci, pour certaines raisons bien précises, découragent toute tentative d'étendre leur renommée. Voilà en résumé ce que je connaissais de l'histoire de ce grimoire à l'époque où celui-ci entra en ma possession. En tant qu'objet de collection, le livre était en soi une découverte phénoménale, mais je ne pouvais me prononcer sur son contenu. Il était rédigé en latin. Ne connaissant que quelques mots de cette langue savante, je fus confronté dès les premières pages moisies à un écueil infranchissable. Il était rageant d'avoir un tel trésor à sa disposition et d'être incapable d'en mettre les connaissances impies à jour. Je désespérais pendant un certain temps, étant peu désireux de contacter des professeurs de latin ou de lettres classiques pour un texte aussi hideux et blasphématoire. Puis me vint une inspiration. Pourquoi ne pas me diriger vers l'Est et rechercher l'aide de mon ami? Il connaissait très bien la période classique et serait probablement moins choqué par les horreurs des abominables révélations de Prynne. Je lui envoyai donc une lettre hâtive et sa réponse me parvint peu de temps après. Il serait heureux de m'apporter son aide. Je devais impérativement le rejoindre, au plus vite. Providence est une ville charmante. Mon ami habitait une vieille demeure de style géorgien. Le rez-de-chaussée était une merveille d'atmosphère coloniale. Le premier étage, sous les vieux pignons qui plongeaient l'immense fenêtre dans l'ombre, servait de cabinet de travail à mon hôte. C'est là, en avril dernier, que nous passâmes cette nuit sinistre et mémorable à nous interroger, à côté de la fenêtre ouverte qui dominait la mer d'azur. C'était une nuit sans lune, rendue livide par une brume qui emplissait les ténèbres d'ombres fantastiques. Je peux encore me la représenter dans mon esprit, la pièce minuscule éclairée par une lampe et sa grande table entourée de chaises au dossier élevé. Les rayons de livres le long des murs et les manuscrits dans des rangements particuliers. Nous nous assîmes à table, le volume précieux devant nous. Le profil effilé de mon ami projetait une ombre inquiétante contre le mur et son visage pâle semblait disparaître dans la lumière blafarde. Sans pouvoir l'expliquer, on se sentait à l'orée d'une révélation sinistre à la puissance effrayante. Je percevais la présence de secrets attendant d'être révélés. Mon ami éprouva la même chose. De longues années d'expérience dans l'occulte avaient affiné son intuition jusqu'à un degré extraordinaire. Ce n'était pas le froid qui le faisait trembler lorsqu'il s'assit sur sa chaise. Ce n'était pas la fièvre qui faisait briller ses yeux comme des joyaux en feu. Il savait, avant même d'ouvrir le livre maudit, que celui-ci était maléfique. L'odeur de moisi qui s'élevait de ses pages séculaires rappelant la puanteur de la tombe. La tranche des feuilles jaunies était piquée par les vers, et des rats avaient rongé le cuir, des rats qui, par chance, se nourrissaient habituellement de matières bien plus horribles. J'avais raconté à mon ami l'histoire du livre cet après-midi-là, et en sa présence, je l'avais dévoilé. Il avait alors exprimé son envie, sa hâte même, de commencer immédiatement à le traduire, et voilà que maintenant, il hésitait. Cela n'est pas raisonnable.
Il s'agit là d'un savoir maléfique. Qui peut dire quelles incantations démoniaques renferment ces pages ou quelles calamités peuvent frapper l'ignorant un peu trop fouineur? Il n'est pas bon d'en apprendre trop, et des hommes sont morts en appliquant la sagesse trompeuse que ces pages offrent. Il me supplia d'abandonner mon projet, tant que le livre était fermé, et de satisfaire mes goûts par des moyens plus sains. J'étais un imbécile. Je rejetais hâtivement ses objections avec des mots vains et dénués de contenu. Je n'ai pas peur. Jetons au moins un coup d'œil au contenu de cette rareté. Et je commençai à tourner les pages. Quel résultat décevant. Le livre était finalement d'aspect très ordinaire, des pages jaunies qui s'effritaient, couvertes d'un texte noir et gras rédigé en latin. C'était tout. Pas d'illustration, et pas de croquis alarmants. Mon ami bibliophile ne put résister plus longtemps et l'attrait d'un ouvrage aussi exceptionnel. Un instant plus tard, il regardait intensément par-dessus mon épaule, murmurant occasionnellement des bribes de phrases en latin. L'enthousiasme l'emporta finalement. Saisissant le précieux volume dans ses deux mains, il alla s'asseoir près de la fenêtre et commença à lire des paragraphes au hasard, les traduisant parfois en anglais. Ses yeux brillaient d'une lumière sauvage. Son profil cadavérique devint absorbé alors qu'il étudiait les runes couvertes de moisissures. Les phrases montaient en de terrifiantes litanies, puis s'affaiblissaient jusqu'à être moins qu'un murmure, tandis que sa voix devenait aussi faible que le sifflement d'une vipère. Je ne saisissais plus maintenant que quelques phrases, car dans son introspection il semblait m'avoir oublié. Il était en train de lire des sorts et des enchantements. Je me rappelle d'allusions faites à des dieux de divination comme le père Yig, le sombre Han et Biatis le serpent barbu. Je frissonnais car je connaissais ces noms anciens, mais ma terreur aurait été bien plus grande si j'avais su ce que l'avenir nous réservait. La suite arriva rapidement. Il se tourna soudain vers moi en proie à une grande agitation, la voix excitée et stridente. Il me demanda si je me rappelais les légendes concernant la sorcellerie de Prin et les histoires à propos des serviteurs stellaires invisibles auxquels il commandait. Je répondis que oui, sans pour autant comprendre la cause de sa soudaine frénésie. Il m'en donna alors la raison. Ici, dans un chapitre sur les familiers, il venait de trouver une incantation ou un sort, peut-être celui même que Prin avait utilisé pour appeler ses serviteurs invisibles d'au-delà des étoiles. Il me pria d'écouter pendant qu'il le lisait. J'étais assis là mollement comme un idiot dépourvu de toute intelligence. Pourquoi restais-je là sans hurler, sans essayer de m'enfuir ou d'arracher le monstrueux manuscrit de ses mains? Mais non. Je restais seulement assis pendant que mon ami, avec une voix rendue rauque par une excitation extraordinaire, lisait une longue invocation aux accents sinistres. Tibi magnum innominandum signa stellarum nigra runet buffaniformis adoquae sigillum. Le rituel guttural continua, puis s'éleva sur les ailes d'une horreur noire et hideuse. Les mots semblaient se tordre comme des flammes dans l'air et s'embraser dans mon cerveau. Les intonations fracassantes projetaient un écho vers l'infini au-delà de la plus lointaine étoile. Elles semblaient passer par des portails antédiluviens n'appartenant à aucune dimension pour trouver là-bas un auditeur et le ramener vers la terre. Tout cela n'était-ce qu'une illusion. Je ne m'arrêtai pas pour y réfléchir, car cette invocation involontaire fut entendue. À peine la voix de mon compagnon s'était-elle éteinte dans cette petite salle que la terreur survint. La pièce devint glaciale, un vent qui n'était pas de notre monde entra soudain en hurlant par la fenêtre ouverte. Il résonnait tel un bêlement maléfique, et à ce bruit le visage de mon ami devint un masque livide de terreur inédite. Puis il y eut des craquements contre les murs, et devant mes yeux pétrifiés je vis le rebord de la fenêtre se déformer. Du vide situé au-delà de l'ouverture surgit un brusque éclat de rire démoniaque, un gloussement hystérique né d'une démence sans bornes. Il s'éleva jusqu'à la quintessence jubilatoire d'une horreur totale, sans pourtant la moindre bouche pour lui donner naissance. Le reste se déroula à une vitesse terrifiante. Mon ami qui se tenait près de la fenêtre se mit à hurler et à empoigner frénétiquement le vide. À la lumière de la lampe, je vis ses traits se tordre en une grimace de souffrance atroce.
Un instant plus tard, son corps s'éleva du sol et commença à se recourber en arrière, jusqu'à former un angle impossible. Une seconde plus tard, vint le bruit écœurant d'eau qui se brisait. Sa silhouette flottait maintenant à mi-hauteur, les yeux exorbités et les mains serrées, comme s'il agrippait convulsivement quelque chose d'invisible. À nouveau, j'entendis le ricanement stupide, mais cette fois, il venait de l'intérieur de la pièce. Les étoiles tourbillonnaient sur un rythme écarlate et le vent froid murmurait des propos incompréhensibles à mes oreilles. Je me recroquevillais sur ma chaise, les yeux rivés sur cette scène effroyable qui se déroulait dans l'angle du plafond. Mon ami hurlait maintenant, et ses cris se mêlaient aux rires joyeux et terribles qui résonnaient dans l'air vide de la pièce. Son corps flasque flottant dans l'espace se courba une nouvelle fois en arrière, et un flot de sang jaillit de son cou brisé, giclant comme une fontaine couleur rubis. Ce sang n'atteignit jamais le sol. Il s'arrêta à mi-hauteur, et au même moment le rire cessait et était remplacé par un horrible bruit de succion. Rempli d'une horreur galopante, je réalisai que le sang était aspiré par l'entité invisible venue d'ailleurs, et qu'elle s'en nourrissait. Quelle créature de l'espace avait bien pu être si involontairement invoquée? Quelle était la nature de cette monstruosité vampirique invisible? Une hideuse métamorphose était en train de s'accomplir. Le corps de mon compagnon se ratatina et se flétrit, tandis que la vie l'abandonnait. Il finit par tomber sur le sol et reposa là, pitoyable et inerte. Mais dans l'air, une autre transformation bien plus horrible se déroulait. Un brouillard rougeâtre emplissait l'angle près de la fenêtre, un brouillard fait de sang. Lentement mais sûrement, les contours à peine perceptibles d'une présence apparurent, la silhouette sanglante de cette chose venue des étoiles. Elle était rouge et ruisselait, une gelée immense, mouvante et pulsante, une bave écarlate aux tentacules grouillants qui se tordaient dans tous les sens. Ses appendices se terminaient par des bouches qui s'ouvraient et se fermaient avec une excitation de goule. La chose était boursouflée et obscène, un amas monstrueux sans tête, sans visage, sans yeux, avec la gueule énorme et les griffes gigantesques d'une créature née des étoiles. Le sang humain dont elle s'était nourrie révélait des contours jusqu'alors invisibles de cette créature affamée. Ce n'était pas une vision faite pour les yeux d'un être sain d'esprit. Heureusement pour ma raison, la chose ne s'attarda pas. Repoussant le cadavre qui gisait sur le sol, elle se dirigea vers la fenêtre. Puis elle disparut, et j'entendis son rire moqueur et lointain flotter sur les ailes du vent avant de s'évanouir dans les dimensions d'où elle était venue. Ce fut tout. Je restai seul dans la pièce, le corps recroquevillé sans vie à mes pieds. Le livre avait disparu, mais il y avait des empreintes sanguinolentes sur le mur, des traces écarlates sur le sol et le visage de mon ami, ses yeux tournés vers les étoiles portant les marques d'une mort sanglante. Longtemps je restai assis en silence, avant de mettre le feu à cette pièce et à tout ce qu'elle contenait. Puis je m'en allais en riant, car je savais que l'incendie effacerait toutes les traces de la tragédie. Je n'étais arrivé que dans l'après-midi, à l'insu de tous. Les personnes me virent partir car je quittais les lieux avant que les flammes ne fussent repérées. J'errais pendant des heures dans les rues sinueuses et un rire idiot me secoua quand je levai les yeux vers les étoiles scintillantes et moqueuses qui me surveillaient furtivement à travers les nappes d'un brouillard hanté. Ce n'est que longtemps après que je retrouvai suffisamment de sang-froid pour prendre un train. Je restai calme pendant l'intégralité du voyage et tout aussi calme pendant la rédaction de ces lignes. Je restai même tranquille devant l'article qui relatait l'étonnante mort accidentelle de mon ami au cours de l'incendie qui avait détruit sa demeure. Ce n'est que pendant la nuit, lorsque les étoiles brillent, que les rêves reviennent me jeter dans un labyrinthe de peur panique. Alors je prends des calmants, dans une vaine tentative d'ôter de mon sommeil ces souvenirs qui m'épient. Mais en vérité, tout cela m'est indifférent, car je ne vivrai pas longtemps, désormais. J'ai la curieuse impression que je reverrai cette chose venue des étoiles. Je crois qu'elle reviendra bientôt, sans avoir besoin d'être appelée, et je sais que lorsqu'elle arrivera, elle me pourchassera et m'emmènera dans ces ténèbres qui détiennent mon ami. Parfois j'implore, presque, l'avènement de ce jour, car alors j'apprendrai une fois pour toutes les mystères du ver.
That sounds disgusting. Oh, I got my hide. What's rigor mortis? I can't harvest. Okay. Well. Human flesh. We don't want to eat that. Can I sell it? Oh, it's getting night. At night, what can we do? Can we sleep to pass time? Hold from our options. No? What will be useful later? Give it to the hot girl? Do you guys think we can kill the hot girl? I feel like she could have good items. We'll need to focus though. Maybe we'll wait during the... I missed. Who approaches? Oh god, I do no damage. It's okay. God, take you! High five! Turns out, the moment I stop looking at her jiggle physics, I could win the fight. High five! Easy. Let's